lorsqu'on fait face à un diagnostic sérieux, sévère, il y a une première phase qui s'appelle le déni. C'est une phase de peur. Les années sont passées. Je me dis, bon, maintenant c'est là. Aujourd'hui, comment je peux amener mon corps à retrouver un état d'équilibre? Et là, j'en suis venu à créer ce que j'appelle les 3 B. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité s'appelle Sofiane Kayat. Bonjour Sofiane. Bonjour. Vous êtes coach en nutrition, vous partagez vos conseils pratiques à travers votre compte Instagram SoFoodie. Premier succès, un dessert à la banane en 2020. C'est ça. Ouais. C'était pas votre première vidéo, mais ça a été la première qui a été énormément likée en fait. Ça a été une grosse photo en effet. Et c'était une de vos recettes, puisqu'en fait, vous avez appris à cuisiner et finalement, vous publiez un livre qui s'appelle « Ma routine anti-inflammatoire, acné, eczéma, asthme, douleurs articulaires, maladies chroniques, maladies auto-immunes, endométriose chez Larousse ». Et il y a 50 recettes et c'est 50 de vos recettes. Exactement. Ouais. C'est 50 recettes anti-inflammatoires et justement, on va venir peut-être casser les croyances limitantes sur ce qu'est de manger sainement ou encore manger anti-inflammatoire. L'idée, c'est aussi qu'on peut se faire plaisir tout en mangeant sainement. Mais alors, il y a quelques années, vous ne saviez même pas cuisiner? Il y a quelques années, je ne savais pas du tout cuisiner. Ouais. Donc vous y êtes mis, vous avez appris, vous avez pris des cours? Comment vous avez appris à cuisiner? Pas du tout. Alors, ça a commencé avec un problème de santé, bien entendu. Souvent, malheureusement, on commence à agir lorsqu'il est trop tard plutôt qu'agir en prévention. Et lorsque j'ai eu un problème de santé, qui c'est un diagnostic de maladie auto-immune en 2015, je n'avais pas d'autre choix que de reprendre le contrôle de ma santé. Et la santé passe très souvent par l'assiette. Et la nutrition en santé en 2024, ce sont beaucoup de messages parfois contradictoires ou même faux. Totalement. Il y a beaucoup de contradictions, surtout aujourd'hui avec l'ère du numérique. On a accès à Internet, on a accès à YouTube, on a accès à Instagram, on a accès à TikTok, et avec plein de gens qui partagent des informations. Donc en effet, on peut vite s'amener à ouvrir son téléphone, et il y en a un qui va nous dire que les flocons d'avoine c'est génial, et à l'autre qui va nous dire que c'est terrible. Ça c'est votre combat. Alors les flocons d'avoine, c'est votre combat. Alors moi j'ai rien contre les flocons d'avoine. Mais pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir une contradiction sur les flocons d'avoine? Alors, ce qui fait qu'il y a une contradiction globale en nutrition, c'est le manque d'individualité parfois dans la nutrition. Où, je vais prendre un exemple avec le flocon d'avoine. Si aujourd'hui, est-ce que vous êtes sportif? C'est à moi? Oui. Mais ça dépend de ce qu'on appelle sportif. Oui, est-ce que vous bougez souvent beaucoup? Je bouge, je fais 1 heure de vélo par jour. Voilà, donc donc 1 heure de vélo, on peut considérer que c'est même sportif. Mais est-ce que c'est sportif? Je sais pas, vous voyez, je fais 1 heure de vélo pour me déplacer en fait. Franchement, c'est sportif. 1 heure de vélo, on parle pas de 2 minutes, on parle de 1 heure. Donc c'est sportif. Ce qui se passe quand on est sportif, c'est qu'on a besoin de recharger les glucides, qui, je le rappelle, sont un carburant pour le corps. Donc si on est sportif et qu'on n'a pas de problème de santé particulier, dans ces cas-là, l'avoine, c'est génial. Par contre, si on a des maladies auto-immunes ou des symptômes comme gaz, ballonnement, des problèmes articulaires, les flocons d'avoine peuvent créer ou intensifier une inflammation qui est déjà présente. Donc voilà. C'est une question de contexte. C'est une question de contexte, absolument. La nutrition, c'est pas la même règle pour tout le monde. Après, il y a des grandes lignes. Parlons par exemple des aliments ultra transformés. Il y a un peu moins de contexte. Là, on est sur des aliments qui sont clairement inflammatoires, des aliments qui sont gras, caloriques, qui perturbent la satiété, qui peuvent perturber le système hormonal, qui sont délétères. Et pour le coup, là, il n'y a pas vraiment de contexte. Et un chiffre qui est intéressant à savoir pour les Français, c'est que 30% des calories ingérées proviennent des aliments ultra transformés, ce qui est quand même énorme. Alors vous avez commencé à en parler tout à l'heure, vous avez 22 ans en 2015 quand on vous confronte à un diagnostic de maladie inflammatoire. Votre vie est bouleversée par l'annonce brutale du diagnostic, celui d'une sclérose en plaques, la CEP. Alors c'est un mot qui fait peur. Qu'est-ce qui vous avait amené à consulter? Des symptômes, je me suis réveillé un matin justement de mes 22 ans, où j'ai eu un bras gauche engourdi, une jambe gauche engourdie. C'est comme si au lieu d'avoir 100% de mobilité et de force, j'en avais 70. Votre corps vous répond plus à ce moment-là? Mon corps ne me répondait plus complètement, en effet. Donc, vous aviez eu des alertes avant ou ça a été soudain? Ça a été très soudain. C'est littéralement... j'ai été
réveillé et j'ai été réveillé avec ces symptômes. Donc pas d'alerte. Ouais. La sclérose en plaques, bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus, mais peu de gens savent vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaques ? En fait, c'est une maladie auto-immune donc, qui va toucher le système nerveux central, où on va avoir un manque de myéline, ce qui peut perturber le fonctionnement nerveux normal. Voilà. Quelques années plus tard, en 2021, après une poussée sévère, puisque la SEP, ça évolue en poussée. Hein. On a différents épisodes, des crises, des poussées, exactement. Voilà. Votre corps, à nouveau, ne vous répond plus. Le docteur vous annonce que vous avez failli perdre l'usage de vos jambes. Exact. Et vous vous faites une promesse, celle de vous relever. Et là, finalement, vous décidez de chambouler votre vie, de votre mode de vie. Voilà. Comment vous avez accueilli finalement ce diagnostic ? Est-ce que ça s'est fait tout de suite ou vous avez eu une période où vous avez été dans ce que vous écrivez, le déni ? C'est ça, il y a deux grands moments lorsqu'on fait face à un diagnostic, on va dire lourd, hein, je mets des guillemets, un diagnostic sérieux, sévère. Il y a une première phase qui s'appelle le déni, hein. C'est une phase de vraiment de résistance, de combat, d'insécurité, de peur. C'est une phase où, quand on est dans le déni, on est dans le peur. C'est-à-dire qu'on est face à un événement, un diagnostic, et on essaye de se convaincre que ce n'est pas là. Donc c'est un moment très délicat d'être dans le déni, où on sent réellement un sentiment d'impuissance. On se sent vraiment petit, et surtout, on n'a pas l'impression de contrôler quoi que ce soit. Donc cette phase de déni, elle a duré plusieurs années. J'avais vraiment besoin d'un moment pour accepter et faire face à ce diagnostic. Et ensuite, en effet, les années sont passées et j'arrive un jour dans ma vie et je me dis, bon, ok, maintenant c'est là, le diagnostic est là. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner au mieux mon corps pas dans ce combat, parce que c'est pas un combat, mais comment je peux amener mon corps à retrouver un état d'équilibre. Parce qu'en fait, la maladie, et là je parle pour toutes les maladies, c'est en fait un état de déséquilibre. C'est un état de déséquilibre. Et donc, dans cette phase d'acceptation, au lieu d'avoir peur du diagnostic, je l'ai entièrement accepté, je l'ai regardé dans les yeux tel qu'il était, et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Quels sont les outils que j'ai ou que on peut m'offrir ou que je peux aller chercher afin de retrouver cet état d'équilibre. Et là, j'en suis venu à créer ce que j'appelle les 3 B. C'est le bien manger, le bien bouger et le bien penser. Ça, c'est votre méthode. Ça, c'est ma méthode. C'est ma méthode, c'est ma philosophie peut-être de vie, on peut dire. On dit aussi mon mantra. Mais en tout cas, c'est avec cette approche que j'arrive aujourd'hui à être sur mes 2 jambes, vivre de mes rêves, voyager, faire du sport tous les jours et être heureux. Au début, vous ne vouliez pas montrer aux autres vos souffrances ? Exact, parce que... Pourquoi ? C'était ne pas oser finalement accepter d'être malade et de souffrir ? Bien sûr, parce que les peu de fois où j'en parlais, parfois on peut vite voir des yeux... attristés ou ressentir de la pitié ou qu'on nous dise quelque chose comme « Oh, je suis désolé ». Et ça crée un air de fatalité. Ça crée un air... C'est difficile à recevoir parce qu'on nous regarde un peu comme un pauvre petit enfant impuissant. Et, comme un malade, en fait. Comme un malade, voilà, comme un malade. Comme si la maladie en fait était une fatalité, et ça m'enfermait un petit peu. En fait, j'avais peur qu'on m'enferme dans ce personnage du malade qui est faible, qu'on ait pitié de moi, etc. Et ça demande en effet beaucoup de vulnérabilité, de pouvoir verbaliser sa maladie, de pouvoir en parler. Mais paradoxalement, le fait d'en parler et de la verbaliser, ça permet aussi d'en faire une force. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, bien sûr. C'est que moi, je dis souvent, j'ai transformé l'obscurité en lumière, ou en tout cas, j'ai vu la lumière dans l'obscurité. C'est un petit peu l'histoire de ce diagnostic. Mais ça a été un cheminement quand même. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. On vous a pas annoncé vous avez une sclérose en plaques et en me disant je vais en faire une force. Non, c'est un voyage. Et d'ailleurs. Pour tout type de maladie, hein, on peut même parler parfois des traumas psychologiques, on porte tous des casseroles avec nous. C'est important de voir son processus, de laisser le temps
au processus. Les changements et les grands changements peuvent prendre du temps. C'est vrai qu'il y a des changements radicaux, parfois ça arrive, mais très souvent les changements, finalement les grands changements prennent du temps et il faut respecter le processus parce que dans le processus, on apprend énormément de choses. Lorsqu'on souffre de problèmes de santé chroniques, comme c'est votre cas, depuis longtemps, on est prêt à tout pour guérir. Alors vous avez entrepris des recherches approfondies. Est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui un spécialiste de votre maladie et de la CEP ou pas ? Je dirais que je suis devenu un spécialiste de moi-même. D'accord. Être un spécialiste de la CEP, ce serait trop gros de dire ça. J'ai compris en effet énormément de principes par rapport à l'inflammation, à comment réguler l'inflammation, parce qu'en fait, le terreau de plein de maladies, et même des maladies plus connues comme le cancer, le diabète, la dépression, les maladies cardiovasculaires, le terreau finalement c'est l'inflammation. Donc vous êtes devenu un spécialiste de l'inflammation. J'ai compris comment les mécanismes d'inflammation fonctionnaient et qu'on avait ces outils, ces possibilités d'agir comme des petits pompiers justement pour venir éteindre cette inflammation. J'en reviens un petit peu au bien manger, au bien bouger, au bien penser. Ces trois choses-là en fait nous permettent vraiment de venir éteindre l'inflammation. C'est d'ailleurs le sujet de mon livre. Il y a des choses qui viennent mettre de l'huile sur le feu, des choses qu'on a beaucoup dans nos sociétés actuelles, le stress, l'alimentation ultra transformée, les sucres, le gluten lorsqu'il est surtout de mauvaise qualité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent, l'alcool aussi, beaucoup de choses qui viennent mettre de l'huile sur le feu. Et donc, il faut voir ces choses-là, mais aussi apprendre comment venir éteindre ce petit feu, ce grand feu. Et ça, vous avez appris quand même, vous avez lu, voilà. J'ai appris et appliqué et expérimenté et incarné. Vraiment. Oui, c'est ça le principe, c'est que vous avez appliqué. Ah, j'ai appliqué. Vraiment, j'ai expérimenté différentes choses. Je me suis ouvert à plein de choses. Là, je reviens d'une cure de jeûne. Je suis revenu hier où on a jeûné 4 jours et ensuite on est revenu au végétal pendant 3 jours. Donc oui, j'ai expérimenté plein de choses, en effet. J'ai vu que vous avez piqué un coup de gueule il n'y a pas quelques jours sur le jeûne. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur le jeûne ? Quelles sont les idées fausses qui circulent sur le jeûne ? Le jeûne, et je trouve qu'il y a beaucoup de restrictions d'informations sur le jeûne. Il y a un grand corps médical qui n'est pas d'accord, qui n'approuve pas cette pratique. Et pourtant, cette pratique en Russie, on a des centaines, voire des milliers d'années d'expérience et de données regroupées qui prouvent bien qu'aujourd'hui, le jeûne permet une ribambelle de bienfaits, que ce soit au niveau cardiovasculaire, régulation de l'hypertension, réduction de l'inflammation, meilleur système digestif, ça peut venir régler des problèmes de peau, ça peut venir aider pour le diabète, ça peut venir aider pour des maladies auto-immunes, des cancers, aider pour la chimio. Il y a énormément de bienfaits derrière le jeûne, et pourtant on voit encore ça comme une pratique qui serait une hérésie totale pour le corps. Et c'est bien dommage. Oui, mais beaucoup de ceux qui sont contre les jeûnes prolongés, en fait. En effet. C'est ça, ils disent, oui, attention, le jeûne, faut pas le prolonger, quoi. En effet, pour autant, encore une fois, on a beaucoup de bienfaits dans le jeûne intermittent, on a aussi beaucoup de bienfaits dans le jeûne, et aujourd'hui, c'est bien encadré. En France, il y a une fédération qui justement qui régule les centres de jeûne où on doit si on a une maladie, on a besoin d'un certificat médical du médecin, on est accompagné pendant tout le long. Voilà, il y a une structure qui nous permet de ne pas nous lancer. Voilà, le jeûne, c'est accompagné. Le jeûne, c'est accompagné, c'est pas pour tout le monde, certes. Mais c'est une pratique super intéressante. Voilà, Sofiane Kayat est mon invité. Je rappelle que vous êtes Sofiane, coach en nutrition, que vous dispensez vos conseils sur Instagram. Votre compte, c'est SoFoodie. Et puis, vous publiez aujourd'hui votre premier livre et vous en êtes fier. Fier et heureux. Ouais, super fier. Super fier. Ouais. Ouais. Quand vous pensez que vous avez été magasinier. J'ai été magasinier, j'ai été serveur, j'ai été préparateur de commandes. J'ai été commercial. Voilà, et aujourd'hui vous publiez Ma routine inflammatoire chez Larousse, qui cartonne. Il cartonne. Vous vous êtes intéressé, alors on disait tout à l'heure qu'à 22 ans on vous annonce que vous êtes atteint d'une CEP. Vous vous êtes intéressé à ce qu'on appelle une médecine, on va dire, holistique.
C'est ça. Alors, holistique, ça veut dire qu'il prend l'individu dans toutes ses dimensions. Exactement. Donc il y a une partie allopathique, Bien et sûr. puis il y a le reste, parce que la médecine allopathique, et c'est le cas de la CEP, n'a pas réponse peut-être à tout, et notamment à tous les symptômes. Exactement. Je ne diaboliserai pas du tout la médecine allopathique. Elle apporte énormément de choses aujourd'hui. La science aussi est très importante. La seule chose, c'est qu'en effet, c'est une médecine qui est limitée. Et aujourd'hui, pour certaines maladies, pour beaucoup de maladies, que je m'appelle Philippe, Sofiane ou Jean, le traitement sera le même, alors que très souvent, on a des contextes totalement différents. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser d'utiliser la médecine allopathique, d'écouter ce qu'elle nous a à dire, mais de pas tout remettre sur elle. Aujourd'hui, moi, ce que je dis beaucoup, c'est on doit être aujourd'hui acteur de nos vies, mais aussi de notre santé. Et si on remet 100% de notre guérison à l'extérieur, au sein d'une même autorité, et très souvent aujourd'hui, quand on est malade, on remet absolument toute l'autorité et tout le crédit de la guérison auprès du milieu hospitalier, c'est là qu'on peut se perdre, et c'est là que ça peut être difficile, parce qu'elle est limitée. Elle ne peut pas tout couvrir. Donc c'est pour ça que moi, je me suis rendu compte de ça, et j'ai commencé à expérimenter, explorer aussi des médecines alternatives, afin de comprendre un petit peu plus ce dont j'avais besoin. Alors quand vous parlez de médecine alternative, vous parlez de quoi? Alors, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait du magnétisme ou de l'énergétique, j'ai fait de la chiropraxie, j'ai fait aussi beaucoup de travail personnel, et ça je pense que c'est important de mentionner, c'est qu'aujourd'hui on voit de plus en plus, notamment scientifiquement, on voit de plus en plus que l'émotionnel a un réel impact sur notre santé, et qu'aujourd'hui on a un peu une épidémie de stress qui vient aussi créer énormément de maladies, de problèmes, et c'est ce que j'explore aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de travail personnel pour venir nettoyer un petit peu tout ça. Quel lien vous faites, Sofiane, entre le fait que pendant longtemps vous avez retenu vos émotions et le déclenchement de votre maladie? Eh bien, il y a un lien direct. Il y a un lien direct, et lorsque les mois qui ont précédé mon premier épisode, je sortais de la rupture amoureuse la plus difficile de ma vie, qui était ma première rupture amoureuse après 4 ans. On s'est séparés, et elle m'a quitté, voilà, pour le dire plus franchement. Et moi, pendant des mois, j'étais au lit, j'étais au plus bas, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de force, j'étais totalement déprimé, j'étais éteint. Et un beau jour, je me réveille avec la maladie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation? Peut-être, sûrement. Moi, je pense qu'honnêtement... Mais vous le faites, vous établissez le lien, en fait. Moi, j'établis le lien. Pour moi, il y a un lien... je ne peux pas dire c'est la faute de ça uniquement, mais est-ce que ça a joué un rôle? Clairement, oui. Vous en parlez moins maintenant, mais il y a le secret de votre naissance. Bien sûr. Vous avez été élevé par 2 femmes. C'est ça. Votre mère et votre grand-mère. C'est ça. Vous n'avez jamais connu votre père. Exact. Il n'a jamais voulu avoir des nouvelles de vous? Ou c'est vous qui n'avez pas voulu le... Non, en fait, ça a été plus un tabou dans ma famille. Et en effet, lorsque ma mère était enceinte, mon paternel n'a pas du tout voulu prendre la responsabilité. Et j'ai été un petit peu un enfant surprise, puisque toute ma famille, en fait, ma mère m'a caché, toute ma famille m'a découvert lors de la naissance. Et donc, votre père avait insisté pour que votre mère avorte. C'est ça. Et votre mère a décidé de garder l'enfant, mais de le cacher, de cacher à l'ensemble de son entourage. C'est ça. Elle a caché à l'ensemble de l'entourage, de la famille notamment. Et j'ai été ce petit cadeau qui est arrivé après 9 mois, inattendu. C'est-à-dire qu'elle a continué sa vie, elle a continué à aller au boulot. Et donc voilà, ma mère, forcément, on avait besoin d'argent pour survivre. Donc ma mère est repartie directement au boulot, et là c'est ma grand-mère qui a pris en charge mon éducation. D'ailleurs, un grand merci à elle. Donc c'est ma grand-mère qui a pris le relais sur l'éducation et qui m'a éduqué avec
des très belles valeurs, des très beaux principes. Votre grand-mère qui vous dit « Ne dis jamais que tu es malade, dis que tu es en train de guérir ». Exactement, c'est une belle façon de programmer son cerveau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne dis pas que je suis malade, je dis que j'ai reçu un diagnostic parce que ce diagnostic, c'est un fait. Que vous êtes porteur d'un diagnostic, pas d'une maladie. Exactement, c'est différent parce que quand on se dit je suis malade, le corps comprend je suis malade. Quand on dit j'ai reçu un diagnostic, le corps comprend j'ai reçu un diagnostic. Et ça fait moins fataliste. On n'est pas sa maladie, c'est ça ? Non, on n'est pas sa maladie. La maladie, c'est un événement, c'est une partie de nous. Moi, je dis souvent, la maladie, c'est une invitation à la transformation. Elle n'est sûrement pas arrivée là par hasard. Même si parfois, c'est dur à croire, c'est dur à s'avouer qu'on a potentiellement créé sa maladie, qu'on a créé sa situation. C'est dur de se l'avouer. Pourtant, le fait de se le dire nous permet de prendre du pouvoir par rapport à ça. Parce qu'on se dit, si quelque part je l'ai créé, alors je peux aussi la voir différemment. Et je peux aussi l'approcher différemment. Moi, je dis souvent, ce n'est pas autant ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. Et c'est exactement comment aujourd'hui j'ai changé l'angle de cette maladie, plutôt que de la voir comme une fatalité et quelque chose de négatif. Ou quelque chose d'injuste. Ou quelque chose d'injuste. Finalement. Et j'en ai ressenti de l'injustice. J'en ai ressenti pendant ce moment de déni. J'ai regardé le ciel plusieurs fois et je me suis dit, pourquoi moi ? J'ai jamais rien fait de mal, je suis un garçon honnête, j'ai toujours essayé de faire du bien autour de moi, j'ai 22 ans, je demande rien à personne. Pourquoi moi ? Et bien sûr que j'en ai ressenti de l'injustice. Et après, je me suis dit, ok, c'est peut-être pas arrivé pour rien. Maintenant, comment est-ce que je peux transformer ça ? Transformer ça en du positif, en lumière. Alors, vous avez décidé d'être qui vous êtes, déjà, de vous détacher, vous dites, du regard des autres. Ça veut dire quoi, se détacher du regard des autres ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se juge beaucoup. On se juge beaucoup parce que on juge les autres, on se juge soi-même. Et être constamment sensible ou fragile au regard des autres, ça veut dire que quelque part, on ne s'aime pas pleinement et on ne s'accepte pas pleinement. Donc en fait, pour moi, l'acte de n'en avoir rien à faire du regard des autres, c'est un acte d'amour. Ça veut dire que j'aime qui je suis et je suis fier de qui je suis et je n'ai pas peur de montrer qui je suis. Le tout en respectant tout le monde. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant, que vous n'osiez pas faire avant ? Je parle, je dis ma vérité au monde, je suis sur les réseaux à partager mes pensées, mes vérités, je danse dans la rue, je souris aux inconnus, j'ai pas peur d'être moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense réellement, je ne cherche pas à être parfait, je ne cherche pas à m'embellir, je ne cherche pas à avoir la coupe parfaite ou à être habillé parfaitement. Pour la coupe parfaite, c'est raté. C'est raté. Et encore qu'aujourd'hui, c'est plutôt discipliné. Là, mais c'est sur pas les trop réseaux, mal. parfois, c'est... Il y a quand même un plateau aujourd'hui, j'ai fait un petit effort. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire, finalement, se moquer de ce que les autres pensent de vous, c'est ça ? C'est ça. Pourtant, vous faites un métier public. En fait, aujourd'hui, vous êtes là parce que vous êtes suivi, très suivi. Bien sûr. Mais justement, l'une des raisons pour lesquelles je suis très suivi, et je dis pas ça pour me vanter, mais c'est souvent le retour que j'ai, c'est qu'on me dit souvent, waouh, on voit vraiment que tu es authentique, on voit vraiment que c'est toi, on voit vraiment ta personne, on voit vraiment que tu prends du plaisir. Et c'est ce qui crée finalement les relations humaines, c'est l'authenticité, la vulnérabilité. Lorsqu'il y a des masques, lorsqu'il y a de l'ego, lorsqu'il y a du surfait, c'est plus dur de connecter tout simplement. Pour vous, c'était important que les deux femmes de votre vie soient fières de vous ? Bien sûr. Elles sont fières de vous ? Bien sûr. Elles vous le disent ? Ah oui. Bien sûr, souvent. Quand on ramène, c'est vrai que je sais pas ce que c'est d'être parent, par contre je sais ce que c'est d'être enfant. Et vous êtes 30 ans aujourd'hui. J'ai 30 ans, voilà, mais je ne suis pas encore parent. Ouais. C'est vrai que ma famille m'a beaucoup donné, m'a beaucoup soutenu, et chaque enfant rêve et veut juste entendre de ses parents ou des personnes qui l'ont élevé, je suis fier de toi, on veut juste la reconnaissance. En fait, c'est une reconnaissance ultime, et c'est aussi une manière de rendre
ce qui nous a été donné. Donc, en effet, ces accomplissements, et notamment le livre, le fait de poser un livre à la maison avec Sofiane Kayat, le nom de famille, c'est une façon aussi de redorer le blason de sa famille, et c'est puissant. Kayat, c'est le nom de votre père ou de votre mère ? De ma mère. D'accord. On est de la famille Kayat. D'accord. Et votre grand-mère, elle vous a transmis des valeurs, vous nous disiez tout à l'heure, quelles sont les valeurs qu'elle vous a transmises, votre grand-mère ? Alors ma grand-mère, donc elle est musulmane. Hein. Elle est musulmane, donc elle m'a partagé les... Pourquoi vous précisez elle est musulmane ? Parce qu'elle m'a éduqué dans les valeurs musulmanes. Mais votre mère est musulmane aussi ? Bien sûr. Oui, d'accord, oui. Bien sûr. Oui, dans la famille, on est musulman. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. Bon. Mais ce qui était important pour moi de préciser, c'est que donc, ma grand-mère marocaine, de culture marocaine, mais aussi musulmane, et elle m'a éduqué vraiment dans cette culture de la vérité, de l'authenticité, de la bienveillance, du partage, de la gentillesse, de la légèreté, de la reconnaissance aussi. Donc c'est comme ça que m'a éduqué ma grand-mère. Et c'est pour... Et de l'optimisme aussi. Et c'est ça, ces valeurs que dont vous avez hérité finalement aujourd'hui. Un jour, je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis comme je suis ? Et on n'est pas comme on est pour rien. Et après avoir voyagé 2 ans, près de 2 ans, je suis revenu chez moi avec des yeux différents. Et j'ai commencé à regarder un petit peu comment agissaient ma mère et ma grand-mère. Et un jour, j'ai compris. Parce que je vois, elles sont à la maison, elles ont toujours la patate, elles sont toujours souriantes, elles voient toujours le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Il y a beaucoup de reconnaissance. Et là, un jour, ça m'a fait tilt. Et j'ai fait « Ah, ok, j'ai compris pourquoi je suis comme ça ». Et c'est ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de reconnaissance pour l'éducation. On va aller dans la cuisine de Sofiane Kayat dans un instant. Puis 50 recettes que vous proposez, Sofiane, dans votre livre, ma routine anti-inflammatoire. Je vais arriver à le dire chez Larousse. On sent que ce sont vos recettes. Il y a beaucoup de recettes de la Méditerranée pour ceux qui aiment cette cuisine-là. Bien sûr, la cuisine méditerranéenne qui regroupe un vrai panel d'aliments super sains. On peut avoir... l'huile d'olive, tous les légumes, tous les végétaux qui sont excellents, aussi quelques légumineuses. Non mais la tchatchouka d'avocat, ça s'invente pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Incroyable. Il faut la déposer parce que là, il y a que vous, les lentilles à la marocaine, le pamplemousse grillé à la cannelle, tagine d'agneau aux épices, aux légumes. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Pour ceux en plus qui sont à la recherche de recettes anti-inflammatoires, il y en a 50. Elles sont dans votre livre. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vous. Ce sont vos créations. C'est ça. J'ai créé ces 50 recettes. Après avoir expérimenté la cuisine pendant plusieurs années, je me suis dit comment est-ce qu'on peut apporter des recettes finalement simples ? Parce qu'on peut regarder, feuilleter les recettes. C'est des produits qui sont du quotidien. Il n'y a rien de bien compliqué à trouver. Comment est-ce qu'on peut faire des recettes simples, délicieuses et gourmandes à la fois ? Ouais, pour commencer la journée... œufs brouillés au curcuma. Génial, voilà, la petite touche de curcuma justement qui va apporter le côté anti-inflammatoire. Les œufs qui sont géniaux le matin. Alors vous, voilà, on parlait tout à l'heure, on parlait des flocons. Vous réhabilitez l'œuf. Je réhabilite l'œuf. Ça, c'est un de vos combats, les œufs aussi. Bien sûr, mais c'est pas un paradoxe qu'on nous dit les œufs sont dangereux, le cholestérol est dangereux et il suffit de marcher au rayon petit déjeuner d'un hypermarché et de voir toutes les cochonneries qu'il y a au rayon petit déjeuner, et un aliment naturel qui contient des vitamines A, D, E, K, des oméga, des protéines, qu'on vient nous dire que c'est le problème. Enfin, vous faites des petits déjeuners 3 œufs. Ah, je peux monter à 4. Ouais, non mais voilà, c'est quand même... Je peux monter à 4. Vous regardez pas au cholestérol. Ah non, mais l'œuf, ce n'est toujours pas prouvé actuellement. Il n'y a aucune revue scientifique qui peut aujourd'hui prouver que l'œuf est dangereux pour le cholestérol. Il n'y en a aucune. L'aliment anti-inflammatoire par excellence, dites-vous, c'est le bouillon de bœuf. Le bouillon d'os. D'os, pardon. Oui. Exactement. Alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi. Mais ça, c'est une recette que faisaient beaucoup les grands-parents, parce qu'avant, on ne jetait rien. Avant, on ne jetait rien, en fait, on cuisinait les viandes et on gardait tous les os, la moelle, etc.
Et de ça, on allait faire un bouillon qui allait cuire plusieurs heures. Ce qui se passe lorsqu'on cuit plusieurs heures les os, on va extraire tous les tissus, la gélatine, la glutamine, les vitamines, les minéraux, ce qui va nous donner en fait un bouillon qui est ultra riche en vitamines, en minéraux et en acides aminés. Ce qui est excellent particulièrement pour la digestion, mais qui est aussi un vrai modulateur d'inflammation. Vous allez chez votre boucher, vous demandez des os. Pardon ? Vous allez chez votre boucher, vous demandez des os. C'est ça, on peut demander directement des os, et puis c'est important que ce soit de bonne qualité. Des carcasses. Voilà, des carcasses, en plus ça coûte pas cher, de bonne qualité, puis on fait un bouillon et on a un super aliment. Alors comment est-ce que vous avez découvert ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire ? En expérimentant. C'est aussi beaucoup de bon sens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vient donner des noms, mais c'est beaucoup de bon sens l'alimentation anti-inflammatoire. On va retrouver de l'alimentation méditerranéenne, comme on a dit, il y a beaucoup d'aliments, il y a beaucoup d'aliments qui viennent de la Méditerranée, donc c'est du bon sens. Ce sont des aliments vrais, c'est pas du transformé, on va venir transformer nous-mêmes. Donc voilà, l'alimentation anti-inflammatoire, finalement, c'est beaucoup de bon sens. Alors qu'est-ce qui se passe dans le corps en cas d'inflammation ? Qu'est-ce qui se passe dans le corps d'inflammation ? On a différents degrés d'inflammation. On peut avoir de l'inflammation qu'on appelle aiguë, d'accord ? Comme on peut, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si je viens me taper le bras, je vais avoir une rougeur. C'est normal, c'est un processus d'inflammation. C'est une inflammation aiguë. Le problème, c'est lorsque l'inflammation est répétée. Lorsqu'elle devient répétitive, en fait, c'est comme un feu, on va imaginer un petit feu, on ne l'éteint pas, on vient remettre du feu, elle vient se répéter, on finit par avoir un incendie. Et parfois, ça peut commencer à se manifester par des petits symptômes, et un beau jour, on a une grosse crise, et on a un gros diagnostic qui peut être la conséquence de cette petite inflammation. Il y a d'autres signes qui peuvent justement faire penser à une inflammation chronique ? Oui, il y a des signes comme des ballonnements réguliers, des gaz réguliers, des problèmes de peau. On peut avoir parfois du psoriasis, de l'eczéma, un stress qui est répété aussi. C'est clair qu'un stress répété, c'est un signe d'inflammation. On tombe souvent malade, ce qu'on appelle la fatigue chronique, d'être souvent fatigué, les migraines, le fait d'avoir des migraines aussi chroniques. Tout ça sont des petits signes. Alors vous avez adopté un rythme de vie anti-inflammatoire. C'est ça. Alors en quoi ça consiste un rythme de vie anti-inflammatoire ? C'est qu'en fait, moi j'aime bien illustrer ça, c'est que dans ma journée, je vais faire en sorte de gagner des points de santé. Ça veut dire que en fait, le but presque l'idée dans la journée, c'est de gagner des points de santé et finalement de faire rentrer un minimum de toxines, de toxicité dans son corps. Et gagner un maximum de points de santé. Je vous donne un exemple. Ce matin, je me réveille, je commence par 5 minutes de respiration consciente où je m'assois juste et je respire. Ensuite, il y avait du soleil, on est content, je m'expose au soleil de bon matin, je prends de la vitamine D, c'est super anti-inflammatoire, je réveille mon corps gentiment. Ensuite, je m'assois à côté de mamie et je bois un verre d'eau tiède. C'est très bon l'eau tiède pour réveiller le corps. Alors, eau tiède, citronnée ou pas ? Pas forcément. D'accord. L'important, en fait, l'idée le matin, c'est bien de boire chaud ou tiède. Chez les Chinois, d'ailleurs, ça c'est chinois. Ça, c'est asiatique. En effet, c'est l'Asie. Ça vient beaucoup d'Inde ou encore de Chine. Ça vient des médecines ancestrales, en effet, asiatiques. Parce que le corps se refroidit pendant la nuit. Donc le matin, c'est intéressant de boire chaud. Et voilà. Ensuite, je vais aller faire un petit peu d'étirement. Ensuite, je vais marcher, je vais bien manger. Et en fait, le mode de vie anti-inflammatoire, c'est gagner des points de santé un petit peu tous les jours dans des gestes. Ça peut être dans plein de petits gestes très simples. Ça, c'est votre routine anti-inflammatoire, en fait. C'est ça. Alors, quels sont les super aliments anti-inflammatoires ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les super aliments. Bien sûr. Alors, le bouillon d'os, on en a parlé. Donc, on en a parlé tout à l'heure, ouais. Voilà. Il va y avoir aussi tout ce qui est légumes verts. Légumes verts, je parle de blettes, épinards, le chou kale, la roquette, le brocoli. Tout ce qui est légumes verts, le céleri, tout ce qui est légumes verts doivent être présents dans notre quotidien. C'est anti-inflammatoire par excellence. On va avoir les oméga 3. Les oméga 3, on va les retrouver dans les poissons gras. Les meilleurs oméga 3 vont être dans la sardine, le maquereau. Alors vous réhabilitez la sardine.
la sardine, c'est un aliment extra. Alors, en termes d'oméga 3, une boîte de sardines, c'est plus de 50% des apports journaliers. On a des protéines et en plus, ça coûte pas un bras. Ouais. Même si ça a beaucoup augmenté, les sardines. Avant, c'était vraiment un plat de pauvre. Ouais. Ouais, maintenant, ça a beaucoup augmenté. Ça a augmenté. Ça reste accessible. Ouais, d'autres super aliments. La choucroute, parce que vous êtes super Bien choucroute. sûr. Ouais. Alors, tout ce qui est fermenté, c'est excellent. Le chou fermenté, c'est excellent. Les légumes fermentés. Et même le kéfir de lait fermenté, ce qu'on dit le ben en Afrique du Nord, on appelle ça le ben. Sur Beurre FM, vous pouvez dire le ben, tout le monde comprend ce que c'est. Tout le monde comprend le ben, Ouais, voilà. Ouais. C'est un lait fermenté qui est très riche en probiotiques, qui va donc nourrir les bonnes cellules de notre intestin. Et l'intestin joue plus de 70% dans notre système immunitaire, joue un rôle très important. Aujourd'hui, quels sont les 3 aliments que vous consommez tous les jours ? Alors, qu'est-ce que je consomme tous les jours ? Des légumes verts, ça c'est sûr. Du ghee, c'est un beurre clarifié. Ghee. Alors, on le connaît aussi au nom de semaine, pour le coup. Ah, c'est le semaine. C'est le semaine. Le ghee, c'est un indien. C'est ça, mais c'est la version indienne. C'est le même concept, c'est un beurre clarifié. C'est le beurre rance, non ? C'est ça, le beurre rance, le beurre clarifié. D'accord. Ça. Et l'huile d'olive aussi. Mais pourquoi ? Parce que ça a des vertus anti-inflammatoires, le ghee ? Bien sûr, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le ghee, le semen ou le beurre rance, peu importe comment on veut l'appeler, c'est qu'on va retirer les protéines et le petit lait, donc on garde que les graisses. Et on a un acide particulier qui s'appelle l'acide butyrique. Ça a l'air un petit peu technique comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça va venir régénérer et lubrifier le tube digestif. Donc en fait, c'est un aliment qui va chouchouter l'intestin, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'il y a des aliments que vous consommez jamais ? Les aliments ultra transformés. Je ne consomme jamais d'aliments ultra transformés. Si j'ai envie de sucrer, car oui, j'ai envie de sucrer, je vais me tourner vers des pâtisseries plus saines. Mais je vais pas manger de chips, je vais pas manger d'Oreo, on va pas mentionner de marque peut-être, mais je vais pas manger d'aliments ultra transformés. Globalement, pas de céréales, pas de barres céréalées, pas de chips, pas de soda non plus. Vous dites Oreo, les granolas, on peut ou pas ? Alors, je sais pas. Je veux pas faire justement, j'en parlais tout à l'heure. Il faut pas trop être rigide. Moi, il y a une méthode que j'aime bien partager, c'est la méthode des 80-20. Ça veut dire 80% d'alimentation vraie, la plus nutritive possible, et 20% d'alimentation récréative, où là, si on a des plaisirs comme le granola, les glaces, les chips, les sodas, et pourquoi pas ? Parce c'est pas interdit, c'est ça, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre. C'est vrai que l'interdit peut créer la frustration, donc autant avoir un 80% qui est nutritif et qui nous protège, et 20% finalement, ils n'auront pas d'impact tant qu'ils restent à leur 20%. Alors si vous conseillez de bannir l'huile de tournesol, pourquoi ? Alors justement, l'huile de tournesol qui est beaucoup utilisée au Maghreb, et moi encore ma mamie, je lui dis maman, l'huile de tournesol, ça doit dégager. En fait, ce qui se passe, c'est que l'huile de tournesol, aujourd'hui, la plupart sont raffinées. Déjà, le processus de raffinage, c'est terrible parce qu'on utilise des solvants, et c'est un processus qui va totalement dénaturer les vertus de l'huile. Ce qui va faire qu'elle va devenir pro-inflammatoire et créer de l'inflammation. Donc l'huile de tournesol, si elle est bio, pression à froid, oui, mais toutes les bouteilles qu'on retrouve en plastique dans les commerces, c'est de l'huile de tournesol qui est raffinée. Après, les gens achètent un prix. Quand on voit aujourd'hui l'augmentation qu'il y a eu sur l'huile, et alors l'huile d'olive, aujourd'hui, voilà, c'est un mois de salaire. Hein. Je suis d'accord. Il y a quand même eu une inflation sur l'huile. Mais c'est vrai que les gens, même s'ils essayent de manger santé, ils achètent un prix. Et c'est vrai que l'huile, c'est... Bien sûr. Voilà, ça fait partie des produits qui ont pour le coup, depuis le Covid, ont sacrément augmenté. Hein. Je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, on peut... Pour l'huile d'olive, par exemple, on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut utiliser parfois l'huile. On peut utiliser des techniques de cuisson vapeur. D'ailleurs, justement, c'est la meilleure méthode de cuisson. À côté, la friture. La friture, c'est pas top en termes de... C'est même terrible. Bannissez la friture. Vous mangez pas d'aliments frits, par exemple. Dans mes 20%, si. Ouais. Mais dans mon quotidien, non. Dans mon quotidien, ça va être vapeur, cuisson à la poêle, mais beaucoup de vapeur et de cuisson à la poêle.
Bon, et attention aux sachets de thé, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans nos nombreux sachets de thé, notamment des marques conventionnelles non biologiques, on va retrouver des microplastiques qui constituent en fait justement le sachet. Ce qui fait que lorsqu'on va venir infuser le sachet de thé dans notre thé, les microplastiques vont se retrouver dans notre verre de thé. Donc il faut faire très attention. D'ailleurs, encore une fois, pour parler de prix, mieux vaut se tourner vers du vrac qui sera beaucoup moins cher et qui ne contiendra pas de microplastiques. Bon, dans votre livre, je rappelle, il y a 50 recettes. Alors, on a parlé déjà des petits des œufs brouillés au curcuma, banana boat à la purée d'amande et aux fruits rouges. Alors, ça, c'est une tuerie également. L'eau de concombre, le poulet au curcuma et au gingembre, le couscous et au couscous de quinoa. Bon, il y a beaucoup de patates douces aussi, quand même. Je sais pas qu'est-ce que vous avez tous en ce moment avec les patates douces. En fait, moi, je trouve que c'est bien de réhabiliter la patate douce. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens mangent énormément de pâtes blanches ou de riz blanc ou de semoule, d'accord, qui sont des glucides raffinés. Alors je suis d'accord, ils sont très bons, mais malheureusement ils ne sont pas vraiment nutritifs. La patate douce, c'est génial parce qu'elle est très consistante, elle est super nutritive et je suis désolé, elle est délicieuse. Alors maintenant, faites attention, dans les restaurants, ils vous servent des frites de patates douces. Alors si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez avec des frites de patates douces. Bien, un tagine d'agneau aux épices, aux légumes. Bon, voilà, il y a 50 recettes que vous avez élaborées, Sofiane, pour votre livre. Ma routine anti-inflammatoire. Chez Larousse, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez l'émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.